Le vent humide de l'océan souffle sur les volets, et la maison est imprégnée d'une odeur de laine mouillée, de vieille graisse de lampe et de cendres froides. Sur la table, il n'y a pas d'épée, mais 3 objets dont dépend le destin d'un couple d'adultes. Un trousseau de clés du coffre, l'inventaire de la dot et une ceinture en laine que les témoins exigeront demain. Un froid glacial souffle dans la cour, une corde gelée s'accroche quelque part, et il devient clair qu'ici, on ne se prépare pas à une bataille, mais à une procédure. Le Nord savait comment divorcer de manière documentaire, sans effusion de sang, et cette connaissance refroidit plus que n'importe quel mythe sur les Vikings, qui réglaient tout avec l'acier. Dans le silence, on entend le bois crépiter, et la maison semble savoir qu'une nouvelle marque y sera laissée demain. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir. Écrivez-moi d'où vous regardez cette histoire et quels aspects du droit nordique vous semblent les plus sévères ou les plus justes. Je vous souhaite une écoute paisible et attentive. Passons maintenant à l'histoire. Pour comprendre pourquoi le divorce en Islande n'était pas un élan émotionnel, mais une action stricte, il faut imaginer l'organisation de l'île. Il n'y a pas de roi qui dicte sa volonté. Il y a des Tengis, des assemblées de personnes libres, des Godis, des chefs qui dépendent de la confiance et non de la force, et des Lögsegumadr, des personnes qui, chaque année, récitent une partie de la loi afin qu'elle reste vivante. Dans une telle structure, l'honneur n'est pas une catégorie romantique, mais une monnaie sociale. Et le mariage est une forme de contrat où les biens et les obligations sont fixés aussi clairement que les limites des pâturages. La dot d'une femme adulte, les cadeaux de son mari, les biens de la maison. Tout est décrit, calculé et réparti. L'union ici n'est pas seulement une question de lit, mais aussi d'économie. Et lorsque le mariage se brise, le plus dangereux n'est pas la rupture des sentiments, mais le risque pour la lignée. C'est pourquoi la formule du divorce ressemble à une suture chirurgicale. 3 points, 3 actions consécutives, des témoins des 2 côtés, sur le seuil de la chambre, à la porte de la maison, à la porte du jardin. Pas de cris, pas de bruit, seulement des mots établis, confirmés par des témoins. Le mythe dit que les gens du Nord réglaient tout à coup de poing. Le document répond « Le point, c'est l'échec du système. La loi a été créée pour empêcher la passion de détruire le village. Si un homme adulte ne remplit pas ses obligations, si son comportement est dangereux, si la maison souffre de la faim à cause de son inaction, la procédure de divorce n'est pas seulement autorisée, elle est nécessaire pour mettre fin à la menace. Et sa froideur est la plus effrayante. Elle exige de la précision, comme une formule dans un rituel, où chaque erreur donne lieu à contester la décision au ting. Le rôle des témoins est particulièrement préoccupant. Ce ne sont ni des défenseurs ni des amis. Ce sont des garants vivants de l'ordre. Ils consignent tout. Où ils se trouvaient, qui a prononcé la formule, dans quelle maison et à quelle heure. Leur tâche est d'exclure toute possibilité de litige. Si le mari tente de conserver ses biens ou se montre menaçant, ce sont leurs témoignages qui donneront au tinge le droit de lui infliger une amende et un partage forcé. La violence se transforme ici en catastrophe économique pour le contrevenant. Les sagas décrivent parfois des émotions, mais elles sont toujours accompagnées de lignes tirées des cahiers. La dot a été restituée, les clés ont été remises, le tissu a été mesuré, l'argent a été compté. Ces notes semblent sèches et cruelles. Elles rappellent que sur l'île, les drames personnels s'inscrivent toujours dans le cycle économique. Si l'ordre n'est pas maintenu, il n'y aura ni foin, ni marché, ni contrat de pâturage hivernal au printemps suivant. Une fois le divorce prononcé, les conséquences ne se voient pas dans les mots, mais dans les faits. Le coffre a été emporté, les vaches ont été recomptées, la part de la récolte a été mesurée. Et l'honnêteté n'est pas garantie par l'épée, mais par ses objets.
C'est ainsi que l'île s'est sauvée, non pas par l'héroïsme, mais par un respect froid pour la forme. Le mythe des Vikings, passionné, s'effondre lorsque l'on entend le bruissement du parchemin. La véritable force ici réside dans les documents, et le véritable honneur réside dans la capacité à franchir 3 seuils sans dégainer son épée. La suite découle directement du moment où les témoins adultes se tenaient à la porte et où le vent soulevait les pans de leur cape de laine. La formule est prononcée, mais ce n'est que le début d'un long chemin que les sagas décrivent rarement en détail, alors que c'est précisément dans ce silence que se cache le véritable nord. Après le 3e seuil, le divorce n'est pas considéré comme terminé. Il est simplement devenu visible au monde et la communauté doit maintenant intervenir pour lier l'humanité à l'économie et les émotions à l'ordre. Habituellement, l'étape suivante consistait à se rendre chez les voisins de la femme, sa famille ou ceux qui étaient considérés comme son ancien foyer. Là, les témoins répétaient le fait, confirmant que la formule avait été respectée. Cela n'était pas fait par sentimentalisme, mais par nécessité. L'île est trop petite pour se disputer des mots. La preuve devait être conservée dans 2 maisons, sinon tout grief pouvait dégénérer en un nouveau procès. Et plus la procédure était stricte, moins il y avait de chances que quelqu'un tente de récupérer le mariage par la force. Mais le plus sombre ne se révèle pas dans la procédure elle-même, mais dans ses conséquences. Le divorce est toujours un coup porté à la structure de l'économie. Une femme adulte, en quittant le domaine, emportait sa dot, un coffre, les clés des réserves séparées, une partie du bétail, parfois une partie des provisions pour l'hiver. Le mari perdait non seulement une compagne à la maison, mais aussi une partie de ses moyens de subsistance. C'est pourquoi la loi exigeait le calme. Toute violence transformait un divorce ordinaire en une infraction grave, pour laquelle le Ting pouvait infliger une amende énorme ou même déclarer l'homme incapable de diriger sa famille. Cela portait davantage atteinte à l'honneur que l'épée. Le détail le plus troublant est la façon dont de nombreux hommes et femmes adultes cherchaient à cacher les fissures familiales, craignant la honte qui pouvait s'étendre à toute la famille. Mais la loi islandaise était froide. La honte ne pouvait annuler l'obligation. Si le conjoint prenait la poignée ou proférait des menaces, les témoins consignaient l'infraction. Le divorce était alors prononcé selon une procédure accélérée au Ting, où les représentants des 2 parties devaient présenter un inventaire des biens. Ces inventaires ressemblent parfois à un procès verbal d'ouverture de maison. Combien de tissus, combien d'argent, quels animaux, dans quel état se trouve la grange, comment sont réparties les provisions pour l'hiver. Les dommages causés au conjoint par des menaces étaient mis et consignés séparément. Chaque ligne est une blessure, mais une blessure documentée. Dans la saga, cela est souvent résumé brièvement. La maison a été divisée. Mais la réalité derrière ces mots était inquiétante et difficile. Des personnes habituées à travailler ensemble se retrouvaient soudainement ennemies au sens juridique du terme. Et pour éviter les querelles sanglantes, le Ting exigeait des médiateurs, des hommes et des femmes adultes issus de familles apparentées, capables de compter et de parler calmement. Ils s'asseyaient devant les coffres, triaient les tissus, pesaient l'argent, comptaient les vaches, marquaient les limites des pâturages. Leur tâche consistait à transformer la rupture émotionnelle en rupture administrative. Cela est particulièrement visible dans les histoires où le mari a tenté de résister. Les documents montrent que le Ting ne le protégeait pas automatiquement. Même un homme riche pouvait perdre la majeure partie de ses biens s'il enfreignait la procédure de divorce. Et la peur de cela était si forte que beaucoup préféraient se soumettre à la procédure, aussi froide qu'elle puisse paraître. En fin de compte, la loi a brisé le pouvoir de la force brute, le remplaçant par le pouvoir de la forme. Et c'est ce changement qui rend les sources nordiques si effrayantes. Elles montrent que l'honneur n'est pas un sentiment, mais un devoir.
il existe également une autre dimension, politique celle-là. En l'absence de roi, le Ting était la seule chose qui empêchait l'île de sombrer dans le chaos. Tout divorce mal mené devenait une menace pour toute la communauté. Deux clans pouvaient entrer dans un cycle de poursuites judiciaires qui pouvait durer des années. Les sagas regorgent d'exemples où de nouveaux conflits éclataient à cause d'un divorce mal formalisé. C'est pourquoi la société considérait cette procédure comme sacrée. Personne n'avait le droit de violer la séquence des 3 étapes du divorce, sinon les conséquences s'abattaient sur toute la famille. Le plus effrayant était la façon dont la procédure rendait les gens vulnérables. Les hommes adultes devaient reconnaître que leur femme quittait le foyer, ce qui constituait non seulement un coup dur sur le plan personnel, mais aussi une menace pour leur position politique. Les femmes adultes devaient retourner dans la maison paternelle avec des biens qui s'avéraient parfois insuffisants. Et pourtant, la loi choisissait le moindre mal, un document plutôt que le sang. Lorsque les témoins transmettaient enfin la confirmation au Ting, l'affaire se transformait en une série d'actions, nomination d'intermédiaires, répartition, enregistrement. Et aucune émotion ne pouvait plus s'immiscer. Les feuilles fixaient le destin et les gens autour comprenaient, quoi qu'il arrive, c'était plus sûr pour tout le monde. C'est dans ce rationalisme froid que le Nord montre son cœur, non pas dans les bagarres, mais dans sa capacité à séparer les gens par des mots et des témoins. Et pourtant, sous ce calme, on sent une tension. La moindre erreur est une explosion. Le moindre faux pas est une étincelle qui peut s'étendre à toute une vie. C'est pourquoi les sagas mentionnent si souvent les documents en passant, presque avec indifférence. Leur présence est si fondamentale que les héros ne les commentent même pas. Mais chaque mot dans ces cahiers est une cicatrice du temps. Et pourtant, cette protection de papier ne rendait pas le monde plus doux. Au contraire, plus la procédure était stricte, plus il devenait évident qu'elle cachait beaucoup de souffrances. Le divorce brisait non seulement le couple, mais aussi le réseau d'échanges entre les familles. Les unions étaient notées conclues dans la perspective de décennies de fauchage commun, d'hivernage commun du bétail, de prêts mutuels d'argent et de marchandises. Lorsque des conjoints adultes se séparaient, il fallait non seulement partager le coffre et les vaches, mais aussi refaire tout le tissu des accords. C'est pourquoi la loi exigeait la présence de témoins des 2 clans. Chacun devait voir que la rupture était officialisée de manière transparente, sans pillage caché ni substitution des motifs. Les sagas donnent parfois des détails rares mais précis. Les hommes adultes, assis sur des bancs face à face, ne se saisissent pas de leurs haches, mais écoutent en silence l'énumération des biens. Les femmes adultes, qui trient les tissus, vérifient la qualité de chaque pièce, car ce n'est pas le confort qui est en jeu, mais la survie pendant l'hiver. Ce que le lecteur moderne qualifierait d'effondrement émotionnel se transforme ici en calcul. C'est plus effrayant que n'importe quel épisode de lutte. Dans le silence, on entend que le destin ne se mesure pas à coups de cris, mais à la mesure du grain et à la longueur de la ceinture. Dans ce contexte, les articles sur les motifs autorisant le divorce semblent particulièrement sévères. La cruauté et le danger pour la vie, le refus du mari de subvenir aux besoins du foyer, l'alcoolisme grave, les actes honteux qui portent atteinte à l'honneur de la famille, l'absence prolongée sans se soucier des affaires du ménage, tout cela est énuméré dans la loi, non pas comme des jugements moraux, mais comme des motifs juridiques. Pour un adulte, une telle formulation signifie que la douleur personnelle a acquis le statut de fait. La loi transforme l'humiliation en motif d'action, ce qui prive le contrevenant d'un bouclier commode. Il est impossible de se cacher derrière la famille et la force si le Ting reconnaît que ce qu'il a entendu est suffisant pour prononcer la rupture. La situation s'assombrit encore après l'adoption du christianisme, lorsque les anciennes coutumes sont complétées par une nouvelle couche d'exigences ecclésiastiques.
le mariage prend une connotation religieuse, mais l'île ne renonce pas à ses procédures. Dans certains cas, il faut procéder à un double contour. Devant la communauté, la formule avec 3 points, devant l'autorité ecclésiastique, la reconnaissance du fait de la rupture, parfois avec mention de la faute. Cela renforce la pression sur les conjoints adultes, mais ne change rien à l'essentiel. Le calcul économique et social reste entre les mains du Ting. Il en résulte un étrange hybride. L'union est déclarée sacrée, mais la rupture continue d'être traitée comme une opération d'inventaire où l'on compte avant tout les moutons. Le mythe selon lequel l'honneur nordique exige du sang pour toute offense s'effrite ici. En réalité, l'honneur a besoin que les gens continuent à travailler ensemble. Si chaque divorce se terminait par un meurtre, dans quelques générations, il n'y aurait plus personne pour arracher le gazon. C'est pourquoi la loi remplace la rage réactive par une procédure prescrite. Il est plus facile pour un homme adulte de supporter la honte d'un divorce officiel que la honte d'être banni pour avoir enfreint l'ordre établi. Il est plus facile pour une femme adulte de franchir 3 seuils que de provoquer une guerre entre clans qui se traduira par la famine pour tous. Les épisodes les plus inquiétants se produisent lorsque la procédure n'est pas respectée. Les sagas et les recueils juridiques conservent le souvenir de cas où le mari ou sa famille ont tenté de faire échouer le divorce par des menaces ou par la force. Dans ce cas, tout le mécanisme de coercition est mis en œuvre. Les témoins témoignent, les médiateurs consignent la tentative de pression, le Ting inflige une amende ou déclare le contrevenant hors la loi. Une telle situation ne signifie pas un bannissement romantique, mais une mort pratique. La personne est privée de son droit à la défense, à la négociation, au soutien légal de sa famille. Sa maison peut être pillée sans conséquence pour les agresseurs. Les adultes comprennent trop bien cette perspective pour s'opposer à la formule à la légère. La froideur de la loi est plus redoutable que la fureur ardente. Dans ce système, le divorce devient soudainement un instrument de préservation de l'honneur et non de sa destruction. L'honneur n'est pas compris comme la capacité de se venger, mais comme la capacité de rompre une union destructrice de telle sorte que personne ne puisse dire qu'il y a ici mensonge, vol ou dissimulation. Une femme adulte qui a recours à cette procédure ne fuit pas aux yeux de la loi, mais rétablit l'équilibre. Un homme adulte qui reconnaît son droit et respecte les conditions du partage préserve la face là où, dans un autre contexte, il serait considéré comme brisé. Les textes islandais font peur parce qu'ils montrent que là où l'on s'attend à une effusion de sang, on trouve une liste de biens. Là où l'on s'attend à des malédictions retentissantes, on entend une formule monotone. Là où le spectateur contemporain imagine un duel cinématographique sur les rochers, se trouve une place publique avec des rangées de personnes assises qui écoutent pendant des heures l'énumération des vaches, des coffres et des parcelles de prairies. Cette monotonie n'annule pas la douleur, mais la transforme en un facteur contrôlable. En conséquence, le mythe des Vikings qui décident de tout à coup d'épée s'avère être un écran de fumée commode sur un monde où la survie dépend de la capacité des adultes à prononcer les mots justes aux 3 seuils, à rassembler des témoins et à supporter la procédure. Là où le mythe exige le point, le document exige la mémoire. Et c'est précisément cette mémoire, celle de la formule, des délais, des inventaires, qui maintient l'île à flot plus longtemps que n'importe quel coup de couteau malveillant. Plus loin, on voit comment le divorce s'intègre dans le tissu général des conflits que les sagas décrivent avec une nostalgie évidente pour l'ordre. Les mêmes familles apparaissent à la fois dans les récits de conflits sanglants et dans ceux de subtiles manœuvres juridiques. Dans un épisode, un homme adulte lève la main et la chaîne de la vengeance s'étend sur plusieurs hivers. Dans un autre, la même famille préfère envoyer au Ting des hommes avec un coffre de documents plutôt qu'avec des armes. Dans les textes connus sous le nom de Oie grise, les règles relatives au divorce côtoient celles relatives à la vendetta et aux amendes pour meurtre.
Cette proximité montre comment la communauté tente de maintenir la paix en régulant les gens avant qu'ils ne transforment leurs différends en cadavres. Le mécanisme de médiation qui s'applique au mariage est similaire à celui utilisé pour tout litige grave. Les représentants adultes des clans se réunissent, les godis apportent leurs hommes, le jurisconsulte récite les articles nécessaires afin que personne ne puisse invoquer l'ignorance. Parfois, d'anciennes rancunes, des dettes ou des questions d'héritage viennent s'ajouter à l'affaire du divorce. Les médiateurs démêlent alors littéralement les chevaux. Une amende distincte pour les menaces, un partage distinct de la maison, un règlement distinct de l'ancienne plainte. Pour les parties, c'est une charge infernale, mais pour l'île, c'est un moyen de désamorcer les tensions sans verser davantage de sang dans les champs. Si l'on considère ces scènes comme un mécanisme froid, on comprend que c'est au prix des nerfs de quelques adultes que se maintient le fragile équilibre de l'économie insulaire. La douleur et la cruauté dans ce monde ne se manifestent pas seulement dans des bagarres évidentes. La cruauté, ce sont aussi les décisions forcées, lorsqu'une femme adulte est renvoyée dans sa maison natale avec beaucoup moins de biens que ce qui lui avait été promis, parce qu'une partie a été détruite par un hiver peu fructueux ou un vol raté. La cruauté réside dans le fait que le Ting peut reconnaître la formule du divorce comme légale, mais laisser l'une des parties dans une situation de quasi-pauvreté, simplement parce qu'il n'y a plus rien à partager objectivement. Les procès-verbaux indiquent alors que la dot a été partiellement perdue pour des raisons indépendantes de la faute du mari et que le partage n'est possible que dans les limites de ce qui est disponible. La loi ne sait pas faire preuve de compassion, elle sait seulement constater. La pression politique ne disparaît pas non plus. Un homme adulte, issu d'une famille influente, risque de perdre la face si le divorce est connu dans les Ting plus éloignés. C'est pourquoi la famille essaie parfois de tout régler en interne en faisant pression sur la femme pour qu'elle ne prononce pas la formule. Mais les normes des oies grises et la pratique du Ting créent des échappatoires pour elle. La possibilité d'annoncer la rupture devant des témoins en dehors de sa propre cour, la possibilité de trouver le soutien d'un autre godi si le sien refuse de la défendre. Chaque échappatoire de ce type est un coup porté à l'autorité de la force brute. Le Nord n'appelait pas cela des droits au sens moderne du terme, mais en réalité, il mettait en place des mécanismes qui donnaient à un adulte la possibilité de sortir d'une impasse sans transformer sa maison en champ de bataille. À ce stade, le mythe et le document s'affrontent. L'image du guerrier cinématographique qui décide de tout en un jour se heurte à la réalité des longues procédures. Parfois, le divorce s'étalait sur plusieurs saisons. Les formules avaient été prononcées, les témoins avaient toutes mémorisé, mais le Ting se réunissait en été et il fallait tenir bon jusqu'à cette date en maintenant un minimum d'ordre dans la maison. Sous un même toit se retrouvèrent des personnes qui, de jure, n'étaient plus mariées, mais qui, de facto, partageaient encore le feu et la nourriture. Pour la conscience moderne, cela ressemble à une torture. Pour l'île, c'était un pont nécessaire entre les articles de la loi et la pratique de la survie. Pendant ces mois et ces années, le réseau d'intermédiaires fonctionnait particulièrement bien. Voisins, parents, membres du clergé, riches fermiers, dont les paroles avaient plus de poids au Ting. Lorsque la médiation échouait, des mécanismes plus sévères entraient en jeu. La mise au ban, la privation de soutien, la fermeture de l'accès au pâturage commun, tout cela constituait une forme de violence politique et économique sanctionnée par la communauté à l'encontre de ceux qui enfreignaient la procédure. Un adulte déclaré hors la loi pour avoir empêché un divorce par des menaces ou par la violence perdait en fait son nom. Ses biens pouvaient être partagés comme ceux d'un défunt et lui-même devenait une proie. Il s'agit là d'une forme extrême de pression, mais elle montre à quel point l'île prenait au sérieux les démarches formelles dans les affaires familiales. Dans les sagas,
Les divorces apparaissent souvent comme de brefs intermèdes entre de grands conflits. Cependant, si on les regarde avec les yeux d'un archiviste, c'est précisément en eux que l'on voit le nerf de l'époque. Ici se rencontrent la peur de la famine, la peur du déshonneur, la peur du jugement de Dieu après le baptême et la peur du statut d'hors-la-loi. La loi et les coutumes tentent de répartir ces peurs de manière à ce qu'aucune d'entre elles ne détruise la communauté. Le mariage devient un nœud qui peut être défait, mais uniquement selon des mouvements identiques et compréhensibles par tous. Et les adultes, qui dans une autre situation pourraient en prendre les armes, sont ici contraints de s'asseoir sur un banc, d'écouter la liste des biens et d'attendre la décision du Ting. Là où le spectateur contemporain recherche la liberté romantique, le documentaire montre le prix élevé du choix. En partant selon la formule, la femme adulte savait qu'elle conserverait sa vie et une partie de ses biens, mais qu'elle perdrait une partie de son soutien. En acceptant le divorce, l'homme adulte comprenait qu'il cessait d'être le maître d'une maison pleine et qu'il risquait de perdre le respect d'une partie de sa famille. Néanmoins, tous deux ont suivi cette voie, alors que l'alternative était une série interminable de procès sanglants. Dans ce calcul froid, on entend le thème principal du droit nordique. L'honneur n'annule pas la peur, mais apprend à vivre avec elle en la soumettant à la procédure. C'est ainsi que se dessine un sombre tableau. Le Nord, populaire dans l'imaginaire grâce à l'épée, s'appuie dans les sources sur une formule. Là où le mythe attend un coup de l'adulte, le document l'oblige à réfléchir. Et chaque fois que les mots du divorce résonnaient aux trois seuils, l'île ne misait pas sur l'héroïsme, mais sur le fait que le printemps suivant, il y aurait encore quelqu'un pour mener le bétail au pâturage. Et pourtant, chaque cas de ce genre laissait une trace, non seulement dans le destin des adultes, mais aussi dans la structure de tout le district. Tout divorce déclenchait des réactions en chaîne qu'il est impossible de voir sans une lecture attentive du Ting. La rupture du mariage signifiait la naissance de nouvelles frontières. Une maison perdait une partie de ses habitants, une autre se voyait confier des responsabilités supplémentaires, une troisième devait participer à la médiation ou fournir des pâturages en garantie. Les sagas le mentionnent rarement, mais les documents le montrent. Le divorce est toujours une redistribution des forces. Les adultes se séparent, mais leurs clans continuent inévitablement à se côtoyer à travers les marchés, les routes et les accords communs. Après la reconnaissance officielle de la rupture, le Ting passait à la partie la plus douloureuse, déterminer qui prendrait quoi. C'est là que le réalisme nordique se montre impitoyable. L'île ne pouvait pas se permettre le luxe de tout partager en deux. Les biens étaient là répartis en fonction des besoins réels. Celui qui restait dans la maison recevait la majeure partie des réserves alimentaires, car sinon, il serait mort dès le premier hiver. Celui qui partait emportait sa dot, une partie de ses vêtements, une part de l'argenterie, peut-être une paire de vaches ou de moutons, si leur nombre permettait aux deux parties de survivre. Parfois, les décisions étaient injustes, mais la justice cédait ici le pas à la survie. Les documents consignent ces cas sans émotion, ce qui les rend encore plus effrayants. Plus on examine les archives en profondeur, plus une autre vérité apparaît clairement. Les divorces étaient souvent moins le résultat de conflits personnels que le moyen d'éviter la ruine économique. Si un homme adulte devenait dangereux pour le foyer, en raison de son alcoolisme ou de son imprudence, si une femme adulte risquait la misère en raison de l'incapacité de son mari à gérer le ménage, le divorce devenait un moyen de protéger l'ensemble du domaine. La loi ne le disait pas explicitement, mais des mentions indirectes, l'état des granges, la qualité des réserves hivernales, le nombre de têtes de bétail, révèlent le véritable mécanisme. Le divorce coupait la branche pourrie afin de sauver l'arbre. Lorsque la décision était difficile à prendre, les médiateurs menèrent de longues négociations. Ils s'asseyaient près du feu, vérifièrent les documents, consultaient les voisins afin de minimiser les dommages. Leur tâche n'était pas de réconcilier les sentiments,
mais de rétablir l'équilibre. Il comprenait que si le partage était mal fait, une dispute éclaterait lors du prochain Ting, qui pourrait dégénérer en conflit sanglant. C'est pourquoi, lors de ces négociations, les adultes devaient ravaler leur fierté et écouter ce qui était difficile à entendre. C'est là que se manifeste la cruauté particulière du monde nordique. Il n'exige pas de courage, mais de la discipline. Le moment où le Ting annonce que la décision est définitive est encore plus angoissant. À partir de cet instant, le divorce devient un fait social. Les inscriptions sur le parchemin, les signatures des témoins, la présence du Godi, tout cela cimente le résultat. Les époux adultes rentrent chez eux, chacun à sa manière dévastée. Mais la loi ne s'intéresse pas à leurs sentiments. Elle se préoccupe de l'hiver, du bétail, des champs, et ce qui chez nous susciterait de la compassion devient ici une nécessité. Cependant, le plus sombre est le silence qui suit la décision. La maison où vivaient 2 personnes résonne désormais différemment. Un rythme de pas, une respiration, une paire de mains disparaissent. Les sagas y prêtent rarement attention, mais le Ting laisse des traces qui en disent long. Parfois, après le divorce, l'homme adulte partait travailler comme saisonnier chez des parents dans le sud de l'île afin de ne pas être un fardeau. Parfois, la femme adulte vivait chez des proches jusqu'à l'été suivant, jusqu'à ce que le Ting répartisse définitivement les terres. Leur vie se réduisait à des tâches pratiques, et on y entendait la véritable cruauté d'un monde qui ne tolère pas le vide. À cela s'ajoutait un coup politique. Le divorce pouvait affaiblir la position du clan, rompre les accords avec les voisins, enterrer les projets d'alliances avantageuses. Les proches observaient ces affaires avec inquiétude. Chaque décision du Ting avait une incidence sur le réseau de relations tissé au fil des ans. C'est pourquoi le divorce devenait souvent un instrument politique. Les familles ennemies pouvaient l'utiliser comme moyen de pression, et les Godi influents comme moyen de montrer leur puissance ou leur diplomatie. Et pourtant, aucune famille ne se permettait d'enfreindre la procédure. Le prix à payer était trop élevé. Dans ce sombre tableau, on comprend pourquoi les sagas accordent tant d'importance à ce document. L'épée est belle dans les récits, mais inutile dans la réalité, où l'hiver est plus long que la fierté. Seule une procédure précise, seule la reconnaissance des témoins, seule une succession d'actions froides et calculées préservait l'île du chaos. En Islande, le divorce n'était pas une fuite, mais un instrument de survie. Et c'est précisément pour cette raison que les sagas ne romantisent pas ces épisodes. Ils sont brefs, mais lourds de sens. Dans leur pause, on entend le souffle des gens qui comprennent que la loi peut être sévère, mais que sans elle, la maison s'effondrera.